Je pense que le PPC est désorienté. Il est affaibli. Hun Sen, personnellement, s'en sort affaibli de ces élections. Et le plus grave pour le PPC, c'est qu'il a perdu pied. On le voit très bien en province. Nous sommes en territoire conquis. Là, où qu'on aille, on est en territoire conquis par le soutien populaire. Et c'est le PPC qui se cache, qui se fait discret, qui se cache, le profil bas. Oui? Et c'est la population qui vient au devant du CNRP, qui acclame le leader, qui manifeste sa détermination et qui nous dit de ne pas accepter d'entrer dans un quelconque gouvernement de coalition, même d'entrer à l'Assemblée nationale, si le PPC continue de prétendre qu'il a gagné. Parce que la population, elle est sûre qu'elle a gagné. Donc vous pensez qu'avec la situation qui prévaut aujourd'hui, ça crée de la méfiance ou tout moins par rapport au gouvernement, et que donc du coup c'est une situation qui va obliger le PPC à négocier un jour avec vous? J'ai dit guerre d'usure et pourrissement. Je m'attends à un pourrissement de la situation. Et j'ai vu sur votre compte Facebook que vous dites qu'il faut que la population continue à se mobiliser pacifiquement pour un vrai changement. C'est quoi un vrai changement pour vous? Un vrai changement, c'est un changement par des voies pacifiques, je le précise, d'où on évite la violence à tout prix. C'est toujours une évolution pacifique. Et donc, on utilise plus la réflexion, plus l'intelligence, plus les moyens légaux, pacifiques. Je vous dis pas tout, mais on est en train de préparer une longue période de pourrissement. Ça se prépare. Il faut connaître la situation. Nous allons maintenant, je passe l'essentiel de mon temps en province pour prendre le pouls, pour connaître la population, la détermination de la population, la majorité des électeurs qui ont voté pour lui, pour le CNRP, et qui nous recommande, nous ordonne de ne pas nous associer de quelque manière avec le PPC. La population nous dit qu'elle a rejeté le PPC. Le PPC se cramponne comme usurpateurs. C'est des voleurs de vote, donc ce sont des usurpateurs. Donc elle nous dit de ne pas nous associer. Elle est prête à lutter, à durer. Elle dit qu'il vaut mieux lutter, souffrir pendant un laps de temps limité, court, plutôt que de souffrir toute la vie et de voir les générations futures continuer à souffrir. Je suis le premier à être surpris. Vous voyez, en rentrant après 4 ans d'exil, je découvre un nouveau Cambodge, une nouvelle population. La jeunesse, certainement, mais la jeunesse a influencé les plus âgés. Avant, dans la société cambodgienne, c'est les vieux, c'est les aînés, c'est les parents qui influencent les plus jeunes. Mais maintenant, c'est le contraire. Les parents, les aînés reconnaissent que les jeunes en savent plus maintenant. J'ai vu dans le Phnom Penh Post un commentaire d'un analyste qui disait qu'en fait, qui trouvait que le CNRP devrait faire son travail d'opposition à l'intérieur de l'Assemblée nationale, et qui disait que, c'est en fait, je cite presque, c'était l'obsession de Sam Rainsy de vouloir renverser Hun Sen qui faisait que l'opposition était sur une position très dure, très tranchée. Non, c'est pas mon obsession personnelle. C'est une nécessité de changer de cap. Le Cambodge va mal, chacun le sait. Regardez les dernières statistiques, c'est le pays qui a détruit la plus grosse proportion de ses forêts. Regardez les conditions de vie des ouvriers. Le niveau de vie des ouvriers a baissé de 20% au cours des 10 dernières années.
Donc ça veut dire que tous les chiffres sont trompeurs. Les chiffres macroéconomiques de croissance 7%, mais qu'est-ce que ça veut dire? La croissance, le développement ont pour but une amélioration des conditions de vie. Le développement, c'est pour l'homme. Le développement, c'est fait pour l'homme, et pas contre l'homme. Pour les citoyens, et non pas contre les citoyens. Au Cambodge, pour la grande majorité de la population, c'est un développement qui s'est fait contre la population. Donc il faut gratter un peu derrière ces chiffres de croissance économique, macroéconomique. Qu'est-ce que cela recouvre? C'est des inégalités sociales de plus en plus criantes, un abîme qui se creuse chaque jour davantage entre une petite minorité de privilégiés et la masse des gens ordinaires, la masse des pauvres. Regardez, je pense qu'on est le seul pays au monde où le niveau de vie de la classe ouvrière, et je pense des fonctionnaires, baisse. Pour ça qu'il y a la révolte qui gronde. Les manifestations des ouvriers chez SL qui durent depuis 3 mois, et c'est des grèves perlées un peu partout. C'est une allumette, ça peut mettre le feu aux poudres. Mais quand je veux dire, on peut vous dire aussi, regardez à Phnom Penh, finalement la vie continue, l'impasse politique, on la voit pas dans la vie continue, donc on pourrait vous dire, regardez, finalement non, ça va pas si mal que ça au Cambodge, puisque la vie continue. La vie continue, certes, il faut bien vivre, il faut bien qu'elle continue. Le vélo, il faut continuer à le pédaler pour ne pas tomber. Mais demander si le cycliste est heureux ou pas, c'est une autre question. Il y a un de mes confrères journalistes cambodgiens qui m'a dit, tu sais, ça va se résoudre en janvier, parce qu'en janvier, M. Sam Rainsy pourra aller à l'Assemblée nationale et pourra éventuellement postuler un poste de vice-président de l'Assemblée nationale, parce que c'est ça le problème en fait. Non. La situation est très grave. Elle est très grave. En ce sens que le gouvernement actuel est complètement déconnecté du pays. C'est très grave. Regardez, Hun Sen, il se terre. C'est la première fois que je vois Hun Sen se terrer comme un lapin dans son terrier. Il n'ose pas sortir. Voyez. Avant, il faisait de grands discours. Il allait au-devant des foules, et surtout en cette saison-là, la saison des Katen, des cérémonies, des processions religieuses. Vous voyez, on va en province, on va au-devant de la population, des fidèles. C'est une occasion de se rassembler, de se montrer, de s'affirmer. Eh bien, le PPC, il se terre. Il se fait discret. Et parce qu'il sait qu'il a perdu. En fait, il est gêné, il a honte, mais plus encore, il a peur. Parce qu'il sait que la population est contre lui. Tandis que nous, que le PPC accuse d'avoir perdu, nous avons l'esprit conquérant. Là où on va, on est reçu les bras ouverts, on est acclamé. Mais où sont les partisans du PPC? Où sont-ils? Où sont-ils passés? C'est cette question-là qu'il faut se poser. Et donc, du coup, là, vous avez posé un ultimatum. Vous avez dit, bon, si le PPC ne fait pas un geste en fonction de ce qu'on nous demande, on va arrêter de négocier à la fin de l'année. Donc, là, tel que je vous entends, de toute manière, votre décision est prise, vous ne négocierez pas. Non. S'il n'y a pas du nouveau sur une enquête indépendante sur les irrégularités, comme il dit, c'est un euphémisme pour dire fraude et vol de bulletins de vote, triche. Et s'il n'y a pas un geste, un début de commencement d'enquête, et si le PPC continue à vouloir faire table rase du passé, eh bien non. On ne fait pas table rase du passé comme ça. C'est la volonté populaire qui s'est exprimée. On ne veut pas que cette volonté soit non seulement déformée, mais je veux dire complètement retournée. On ne veut pas que le blanc devienne noir, le noir devienne blanc. C'est inacceptable. Je pense qu'on est sur on a adopté une
une position de principe, c'est une position morale sur la vérité, une position démocratique, la vérité concernant la volonté populaire. Si vous voulez cacher la vérité, vous voulez cacher la volonté populaire, donc c'est ni très éthique, ni très démocratique. Mais qu'est-ce qui ferait, qu'est-ce qui ferait que le PPC là maintenant, je veux dire, ferait ce que vous appelez un geste pour aller dans cette direction, de revoir tout ça? Par exemple, qu'il suggère au NEC d'ouvrir les dossiers, de montrer les chiffres, les statistiques, par exemple les souches, les souches des certificats qu'on a donnés aux gens qui ont perdu, soi-disant perdu leur carte d'identité. Eh bien, ils ont émis environ 1 million de ces certificats qui permettent de voter, mais sans souche, sans qu'on puisse vérifier à qui ils ont donné ça. Et ça a gonflé du même montant, c'est-à-dire 1 million de votes, ça a gonflé les votes du PPC d'1 million. C'est énorme. Tout est commandé par le PPC, toutes les institutions de l'État, gouvernement, NEC, NEC, Assemblée nationale, tout ça c'est le PPC. Et actuellement derrière PPC, c'est un homme. C'est pas seulement un système de parti unique, c'est un système basé sur un homme, quoi. Et le geste, c'est que le PPC accepte, si ce n'est pas les demandes de l'opposition, c'est la demande de la société civile. Maintenant, il y a un groupe, il faudrait que vous enquêtiez sur ce qu'ils appellent ERA. C'est Electoral Reform Alliance, l'alliance pour une réforme électorale, pour la réforme électorale. Il y a beaucoup plusieurs sociétés, plusieurs NGO, ONG plutôt, qui sont en train de faire un travail d'enquête. Et ce dont ils ont le plus besoin maintenant, c'est les chiffres, les documents de NEC. Mais le NEC, il cache tout. Eh bien, il faut que le PPC dise au NEC de communiquer des renseignements demandés par les ONG pour faire leur enquête, pour faire leur recherche, pour faire la vérification. Pourquoi ils se cachent, ils ferment tout à clé, ils se cachent, ils s'assoient sur les documents, sur les informations, sur les chiffres, ils montrent à personne. Je pense que c'est plutôt étrange que des gens soient aussi conciliants avec le PPC, soient aussi faibles. Vous voyez, alors que le PPC a une attitude inacceptable. Refuser toute enquête indépendante, je dis bien indépendante, même si ça vient pas de l'opposition, c'est pas grave pour qu'elle soit indépendante. Mais refuser toute enquête, c'est-à-dire refuser qu'on puisse montrer un bout quelconque de la vérité, imposer la vérité du PPC, les chiffres du PPC et rien d'autre, c'est plus que suspect, c'est très moche. Donc vous comptez sur le pouvoir de la rue, en fait, le pouvoir de mobilisation de la rue pour que le PPC se dise attention, situation danger. Il y a plusieurs facteurs qu'il faut regarder, suivre la population. Premièrement, pas forcément la rue, manifestation, etc., mais c'est l'état d'esprit. Et je pense que la population, elle est plus dure que les dirigeants du CNRP. Tous les jours, chaque fois qu'on les voit, elle nous dit de ne pas céder. Oui, donc, nous, il faut bien qu'on suive. Et ne vous dites pas que c'est des extrémistes, que ces gens-là, ils sont intransigeants, ils vont casser, ils veulent casser du PPC à tout prix. Non, c'est pas ça. Ce serait la mentalité de quelques groupes
ou groupuscules, mais l'état d'esprit de la population, ils disent enfin, nous avons voté pour nous débarrasser du PPC. Nous voulons le changement, nous avons obtenu le changement par la transformation des mentalités, parce qu'ils discutent entre eux, hein, dans chaque maison, dans chaque village, dans la rue, dans les rizières, dans les pagodes, dans les marchés, à l'école. Hein. Tout le monde dit, mais on a voté CNRP. Tout le monde confirme que la majorité dans un village a voté CNRP. Qu'est-ce qui se passe? Donc, ils n'acceptent pas. Ils viennent nous le dire, on n'accepte pas. On sait ce qu'on veut, on sait ce que la population veut, ce qu'ils affirment, ce qu'ils proclament. Pas vrai du tout. Ils ont déformé la réalité. Ils ont tout retourné. Donc, nous, il faut qu'on tienne compte de cette réalité. J'ai constaté deux choses. Premièrement, que la population, elle s'est réveillée, en d'autres termes. Après un sommeil de 34 ans, bien avant encore, mais depuis la fin du régime Khmer Rouge, j'ai jamais vu la population cambodgienne en éveil. C'est-à-dire qu'elle est informée, elle est mobilisée, quoi. Il y a quelque chose de nouveau. Ce n'est plus des sujets passifs, c'est des citoyens qui se sont réveillés. Deuxièmement, elle n'a plus peur. C'est peut-être la loi du grand nombre. Avant, le chef du village, toujours PPC, les menaçait, les intimidait. Vous voyez? Et ils étaient divisés, ils avaient peur, ils ne savaient pas trop quoi faire. Et ils se laissaient faire, ils se taisaient, ils se tairaient aussi. Mais maintenant, c'est le contraire. Je comprends bien ce que vous dites, mais si vos électeurs, ceux qui vous ont soutenu, constatent que finalement vous n'obtenez rien du CPP parce qu'ils ne bougent pas, ils continuent à gouverner, ils continuent à l'Assemblée nationale, ils vont se dire mais à quoi ça sert finalement? Non. Ils savent que c'est un pourrissement. Parce qu'à l'intérieur de l'appareil du PPC, au niveau local, la population, elle vit, elle est dans ce milieu, à la base, eh bien ça craque. Les chefs de village, maintenant, ils ont peur. Ils ont peur de la population. C'était le contraire. Avant, la population avait peur du chef de village. Maintenant, la population, elle est en nombre. Mais grâce à la force du nombre, de la solidarité, l'éveil. Maintenant, ils disent au chef de village, nous n'avons plus peur. C'est toi, vieux fou, vieux con, qui est isolé. Hein, tu avais l'habitude de nous intimider. Maintenant, on n'a plus peur. C'est toi qui es isolé. Vous voyez? Donc, c'est le réveil. Je ne dis pas comme en France, il y a 300 ans, de prendre des fourches, tout ça, mais c'est un peu cette révolte paysanne. Le problème de la forêt, le problème des terres. Ces paysans, ils ont leurs enfants dans les usines, ils savent que les ouvriers sont mal payés, sont exploités, eux-mêmes perdent leurs terres, eux-mêmes voient la destruction de la forêt, eux-mêmes voient les prix des denrées sur les marchés qui montent, alors que leurs revenus, les produits agricoles se vendent moins cher. Et que le pouvoir d'achat des paysans baisse, surtout il y a le marché des produits agricoles est tenu par quelques groupes. Ils s'arrangent pour étrangler la population. C'est pour ça que celle-ci se réveille. Mais donc, si je vous entends bien, si cette analyse, description que vous nous donnez de cet état de la société cambodgienne est bien celui-là, ça veut dire que le seul moyen pour que ces gens révoltés obtiennent satisfaction, c'est que le régime s'effondre. Je pense que le PPC va imploser. Le pourrissement va amener à une implosion du PPC. Hun Sen est très affaibli.
voyez, sur le plan personnel, regardez la propagande de Hun Sen. Le message du PPC pendant la campagne électorale, c'est devenu très personnalisé. Hun Sen a dit, si vous me soutenez, si vous m'aimez, si vous faites confiance à moi, Hun Sen, votez pour le PPC. Donc il a personnalisé à mort cette campagne, parce qu'il croyait en son étoile, il croyait entre nous à des sondages, certains sondages faits par IRI, International Republican Institute. Les sondages faits par IRI ont montré une cote de popularité de Hun Sen à 83%. Et Hun Sen avait cru. C'est pour ça qu'il faut faire attention aux sondages. C'est plus sûr quand quelqu'un vient vous sonder, est-ce que vous aimez Hun Sen, dit oui, 83% ont dit que j'aime Hun Sen, je soutiens Hun Sen, je fais confiance à Hun Sen. Alors Hun Sen, il a cru ça, il a dit que bon, c'est lui qui va tirer le PPC par le haut, par sa popularité personnelle. Mais c'est complètement trompé. Et c'est pour ça qu'il a promis, avant les élections, là, quelques semaines avant les élections, il a dit que si le PPC passe en dessous de 60%, en dessous de la barre de 60%, il démissionnerait. C'est de notoriété publique, hein. J'ai des enregistrements sonores, vidéo même, quand Hun Sen a dit ça. Parce qu'il dit, Hun Sen dit, j'ai 83%, dans le pire des cas, je peux tomber à 60%, mais pas moins. Donc, il ose promettre, à moins de 60%, je démissionne. Il était sûr de lui, hein, un dominateur. Bon. Et malgré la triche, malgré la fraude, malgré l'exclusion de plus d'1 million, 1,2 million, 1,3 million d'électeurs des listes électorales, hein, malgré des électeurs fantômes, les certificats bidons, malgré tout ça, ils n'ont eu que 48%. De 60 à 48%, il y a de la marge. Donc, mettez-vous à la place de Hun Sen, c'est très gênant. La moindre des choses, après une telle promesse, après une telle confiance en soi, tomber aussi bas, c'est très gênant, c'est honteux. C'est pour ça qu'il n'ose plus apparaître en public. Donc si je comprends bien votre stratégie, c'est de dire on ne va pas avaliser le résultat des élections, cette situation-là, parce que le peuple nous le demande, et que avec une situation qui peut pourrir, vous vous dites, bon, à l'intérieur du PPC, il y a des gens qui sont assez forts pour se dire, attention, là il faut qu'on change la donne. Personne n'est éternel. Aucun régime n'est éternel. Mais la fin de ceux qui se croyaient éternels apparaît comme plus proche quand il y a un certain nombre de signes révélateurs. Ce divorce avec la population, c'est très révélateur. Ça annonce le début de la fin. Quel régime peut survivre, hein, en étant déconnecté de la population, en se cachant? Mais je vous dis, mais où sont passés les supporters du PPC? Où sont-ils passés? Pourquoi nous, CNRP, là où on va, on est en terrain conquis? Donc si vous raisonnez en termes de cœur, en termes d'esprit, on est en terrain conquis là. Et c'est le PPC qui a perdu. Toutes les batailles se gagnent par le cœur, par l'esprit. D'abord, on a gagné cette bataille, vous le voyez partout. Donc c'est une question de temps. Vous ne pouvez pas régner contre les gens éternellement. Donc autrement dit, vous pensez que vous avez le temps pour vous, mais que vous avez le temps de rester sur cette position qui est celle-là? C'est le PPC qui est en position demandeur. Parce que le facteur temps, il joue pour qui? Il joue contre d'abord. Il joue contre ceux qui ont des responsabilités. Parce qu'ils ne peuvent pas exercer leurs responsabilités. Quand vous avez des responsabilités gouvernementales, vous devez tenir la barre. Si le pays va mal, il y a des échéances, il faut régulariser, il faut légitimer. Mais si vous avez la légitimité qui s'en va, vous avez la confiance qui chute, vous avez des interrogations, vous commencez à avoir des critiques de partout, eh bien ça va mal.
Donc, c'est au PPC, voyez, de faire un geste en matière d'enquête. À ce moment-là, on verra bien. Mais le PPC n'a pas les moyens de jouer les durs. Ils sont dans une position beaucoup plus faible. Il ne faut pas se fier aux apparences. C'est pas parce que vous avez les fusils, vous avez l'armée, vous avez des unités militaires partout, vous avez des fils de fer barbelés, vous sortez les tanks. C'est pas un signe de force, c'est un signe de faiblesse. Regardez leur vote à l'Assemblée nationale, là, en catimini, derrière des fils de fer barbelés. Même le palais royal était encerclé de fils de fer barbelés. Le quartier gouvernemental, la palais, assemblée, eh bien, derrière des fils de fer barbelés, gardés par la troupe armée jusqu'aux dents. Ils ont voté en catimini. C'est un signe de faiblesse. Normalement, après chaque élection, vous faites la fête. Vous voyez, en France, quand Mitterrand a été élu en 1981, c'était la fête. Mais là, c'est le deuil. Pour finir, il y a deux rendez-vous importants. Là, j'ai bien compris. Enfin, il y a le 10 décembre, une manifestation et une autre manifestation avant la fin de l'année, je crois. Oui. Quels objectifs, qu'est-ce que vous fixez comme objectif? Il faut continuer à mobiliser la population. Et la population, qu'elle demande. Elle nous demande à nous, dirigeants du CNRP, qu'est-ce que vous faites? Nous, on veut manifester. Cette fois-ci, on veut manifester tous les jours. Et on veut manifester partout. C'est finalement la direction du CNRP qui est à la traîne, qui essaie de faire patienter, dire oh, on ne peut pas manifester tout le temps. Elle dit si, nous, on veut. Parce qu'on ne veut pas rester comme ça. Il faut en découdre. Quoi. Vous voyez, donc découdre, qu'est-ce que ça veut dire? Attention, c'est nous qui calmons, vous voyez. C'est de dire attention, il y a un code éthique, la non-violence, il y a des procédures pacifiques à respecter. Il ne faut pas donner prétexte au PPC pour tuer les gens, pour nous mettre en prison, parce qu'à ce moment-là, on ne sait pas comment la population va réagir, c'est l'inconnu. Pour nous, CNRP, on veut canaliser. Il y a un mécontentement populaire, mais on veut canaliser dans un sens toujours pacifique. Non-violence, respect d'un minimum de loi, d'ordre, pour que ça ne dégénère pas. C'est le combat de Gandhi, le combat de Aung San Suu Kyi, le combat de Mandela. Il y a toujours des groupes extrémistes qui nous poussent vers des solutions extrêmes, mais jusqu'à maintenant, on résiste et on résistera toujours. Mais je vous dis que c'est la fin d'un règne qui s'annonce. Après 34 de pouvoir ex-communiste, avec des gens dont la mentalité reste encore très Khmer Rouge, il n'y a rien d'étonnant. Ce pays, c'est un pays qui se renouvelle. Vous voyez, la propagande du PPC, il y a encore 10 ans, elle tenait la route. Le PPC nous a libérés des Khmer Rouges, comparé aux Khmer Rouges, sous les Khmer Rouges. Maintenant, on n'a pas tout, mais c'est déjà pas mal. Vous voyez, donc il faut s'en contenter. Ça, vous pouvez parler comme ça il y a encore 10 ans. Mais regardez la pyramide des âges, la structure démographique. Quand vous voyez que 70% de la population a moins de 30 ans, 31, 32 ans, on peut même monter jusqu'à 35 ans. Parce que les Khmer Rouges sont tombés il y a 34 ans. Ceux qui avaient 1, 2 ans, 3 ans, ils se souvenaient de rien. Donc jusqu'à 35 ans, 35, 36 ans, 37 ans même, les Khmer Rouges ça ne leur dit rien. Ils ont d'autres références, ils ont d'autres attentes. Et quand on nous a dit, on vous a libéré des Khmer Rouges, vous êtes beaucoup mieux maintenant que sous les Khmer Rouges, parlez à ces gens qui ont moins de 35 ans. C'est comme vous les parlez en martien. Ces gens-là, ils regardent leurs conditions de vie, ils comparent ce qui se passe en Thaïlande, même au Vietnam. Ils ont de l'information, ils ont Facebook, ils rencontrent des gens, ils se parlent entre eux.
mais ça va pas, on est à la traîne. Hein, le Cambodge, les mêmes dirigeants, ils font un rapprochement. Dans tous les pays du monde, les pays qui ont les mêmes dirigeants pendant des décennies, 30 ans, 40 ans, c'est souvent les plus pauvres, c'est souvent les plus autoritaires, c'est souvent les moins développés, les plus rétrogrades. Et c'est le cas. Maintenant, c'est pas en absolu, en relatif. C'est leur avenir qui est gâché, c'est leur potentiel qui est gâché, c'est le potentiel du pays qui est gâché. Il faut raisonner en termes de potentiel, en termes relatifs. Donc, voilà. Donc, pour revenir sur la politique, pour vous, c'est au PPC de faire un geste vers vous. Moi, je pense que je n'ai pas à faire grand-chose. C'est le courant, c'est le sens de l'histoire maintenant. Vous avez les tendances démographiques. Démographique, c'est éclatant. Le PPC va être balayé. Le PPC, c'est une force anachronique. C'est de l'histoire. Mais souvent, les gens extrapolent par paresse intellectuelle ou par manque d'imagination. Si le PPC est au pouvoir depuis 34 ans, il va rester au pouvoir encore pendant longtemps. Et c'est ce qu'on a dit, que c'est peut-être certains se sont dit, hein, à la veille de la chute de Kadhafi, même à la chute de Ben Ali. Vous voyez, beaucoup de dirigeants français se sont trompés. Hein. Ils ont courtisé Ben Ali, ils ont même courtisé Kadhafi jusqu'au dernier jour, au dernier mois de leur règne. Parce qu'ils se sont dit, ah, Ben Ali, Kadhafi, Moubarak, ils sont restés au pouvoir 30 ans, 40 ans, donc ils vont durer encore très longtemps. Mais il y a bien un moment où une nouvelle page va se tourner. Et justement, alors si on parle de cette nouvelle page dont vous parlez, est-ce que vous seriez prêt, vous, à la tourner avec certains du PPC? Bien sûr. Je pense que c'est pas une question d'homme, c'est une question de temps. Temps avec un grand T, les temps ont changé. Il faut que les hommes s'adaptent. Les dinosaures ont disparu parce qu'ils ne se sont pas adaptés. Donc vous dites que Hun Sen est un dinosaure et qu'il va disparaître et que donc... À moins qu'il s'adapte. Je ne désespère pas que le dinosaure Hun Sen s'adapte. Tant mieux pour lui. Je n'ai rien contre. Et pour moi, c'est une question d'époque. C'est une question d'époque, une question de temps. Et quand je dis époque et temps, il faut regarder toute la base de la société cambodgienne, tous les ingrédients. Il y a les facteurs, les tendances démographiques, les tendances sociales, les tendances culturelles, les tendances technologiques. Mais quand vous parlez de temps, vous parlez à quelle échelle? À 5 ans, par exemple, les prochaines élections, ou avant 5 ans? Non, déjà, c'est déjà changé. Dans la tête des gens, 70%, 75% de la population ont déjà changé d'esprit, changé de mentalité. Moi, mais je vous dis, je suis surpris. Je découvre un nouveau Cambodge. Quand je suis arrivé il y a 4 mois, vous voyez, après 4 ans d'exil, cette jeunesse grouillante qui se lève, vous voyez, qui se mobilise, qui est informée, mais c'est un nouveau Cambodge, c'est un nouveau pays. Eh bien, le PPC il est complètement déconnecté. Moi, on me dit qu'à l'intérieur du PPC, il y a des jeunes générations, etc., qui sont dans un système qui est celui qu'on connaît, mais qui en même temps sont des gens qui veulent que le système avance, se bouge, mais sans aventurisme. Et qui disent, ah ben oui, mais ainsi, le problème, c'est que c'est l'aventurisme. C'est une question d'âge, mais pas H avec un petit A, c'est H avec un grand A. C'est pas parce que vous avez 20 ans aussi dans le PPC que vous êtes jeune que l'avenir vous appartient. Ça, c'est l'âge avec un petit A. Mais l'âge, le temps, l'époque, hein, ont changé. Donc, je souhaite que les gens du PPC s'adaptent à temps, prennent conscience et puis s'adaptent.